Bonjour. Donc aujourd'hui je vais publier deux vidéos, tout simplement parce que je sens un regain d'énergie. Donc j'ai un peu d'énergie et au lieu de dépenser mon énergie en train de regarder des vidéos sur YouTube ou en me promenant dans mon jardin, parce que je ne supporte pas de me promener dehors. Euh, je vais dire quelque chose qui va peut-être pas plaire aux, euh, aux Marocains ou aux gens qui habitent au Maroc, mais je trouve que l'ambiance dehors au Maroc est trop pesante pour moi. Il y a beaucoup d'ordures, les gens klaxonnent, les gens sont un peu mal polis, ou beaucoup, en fonction. Si tu sors pour aller te poser dans un café, tu vas avoir toujours les regards pointés sur toi, ou il y aura peut-être des critiques comme ça indirectes sur, euh, sur ta manière vestimentaire, ou, etc., etc. Donc, donc il y aura toujours, on ne se sent pas libre. Et je suis un homme en plus. Je ne suis pas une fille. Et je sais que Dieu sait combien les femmes souffrent dans l'espace public au Maroc. Donc, elles souffrent du regard des autres, elles souffrent, voilà, elles souffrent en fait d'harcèlement, euh, etc. Donc, elles ne sont pas libres dans l'espace public, grosso modo. Donc, lorsqu'on sort au Maroc, on ne se sent pas libre. On se sent toujours observé, sans compter toutes les nuisances sonores dont je parle, donc comme par exemple le fait de klaxonner, le fait de klaxonner partout. Donc ça, c'est très stressant pour moi parce que vu mon hypersensibilité, je ne sais pas si cette hypersensibilité est provoquée et amplifiée en plus par la dépression ou par ma maladie, grosso modo. Donc tout ça fait en sorte que je me sente, euh, je me sens dans l'incapacité de sortir. Sortir avec des amis, sortir avec des personnes que je connais, je ne peux pas le faire. Tout simplement parce que je ne peux pas sortir avec quelqu'un et avoir une conversation avec cette personne sur des choses de la vie, sur des choses normales, etc. Je ne suis plus capable de faire ça. Je peux peut-être le faire seulement lorsque je suis sous l'emprise de l'alcool ou lorsque j'ai pris mes benzodiazépines, mais comme on sait, les benzodiazépines ne sont pas une solution, donc ce n'est pas un médicament que je peux prendre. Enfin, les benzodiazépines, pour ceux qui ne savent pas, ce sont des calmants, donc, mais qui sont très addictifs. Donc plus on en prend, plus on en prend et plus on en a besoin et plus difficile sera en fait le sevrage. Donc il vaut mieux les éviter ou au moins les prendre seulement au besoin, pas de manière quotidienne. Parce que les effets de sevrage sont pires que l'héroïne ou que la cocaïne et que l'alcool. Donc vraiment les effets de sevrage des benzodiazépines, euh, je pense que ce sont les pires effets de sevrage de n'importe quelle drogue. Peut-être qu'ils sont au niveau de l'héroïne, mais en tout cas, c'est pire que la cocaïne. Donc pour arrêter, c'est très 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 difficile, peut-être impossible, et ça peut prendre plusieurs semaines, plusieurs mois,
plus, l'échelle elle est plus en mois et en années, plutôt qu'en semaines. Donc quelques semaines ne suffiront sûrement pas à arrêter. Moi je parle des gens qui en prennent beaucoup, qui en prennent déjà beaucoup et qui en prennent de manière quasi quotidienne. Parce que lorsqu'on commence à en prendre, l'effet euphorique ou l'effet du calmant euh, est, est vraiment est bénéfique. Donc, on sent au départ l'effet bénéfique du médicament. Donc, le médicament fait son effet, mais euh, lorsque, lorsque, euh, lorsque, l'on devient dépendant, on a besoin d'augmenter les doses pour avoir cet effet euphorique. Et une fois que, une fois que l'on a augmenté les doses, euh, on a même plus cet effet en fait, cet effet positif sur notre humeur ou sur notre santé mentale. Donc, on en a besoin après juste pour se maintenir normal. Donc, lorsqu'on n'en prend plus, on devient complètement, on commence à trembler, on commence à ne plus pouvoir dormir, on commence à avoir peut-être de la fièvre, etc. Et on peut même mourir du sevrage. Donc ça peut aller jusque-là. Fermons la parenthèse. Donc là, aujourd'hui, je vais vous parler de quelque chose qui est très important. Une chose très importante. Très importante. Il s'agit en fait de l'échelle de dépression de Hamilton. Donc il existe plusieurs façons d'évaluer la dépression. Et ça, c'est une des façons d'évaluer la dépression. Euh, qu'est-ce que je peux dire? Oui. Le test de dépression, qui s'appelle l'échelle de dépression de Hamilton, bon, c'est l'un des plus utilisés, d'après ce qu'on dit ici sur ce site web, de la santé mentale pour évaluer l'évaluation des symptômes lors du traitement, psychothérapie ou médicaments antidépresseurs de la dépression. Hmm. Donc ça peut être utilisé en consultation. Euh, Cette échelle n'est présentée ici qu'à titre informatif. Donc il ne faut pas aller utiliser cette échelle pour euh, évaluer son état. Il vaut mieux aller voir un professionnel, donc un psychiatre. Mais comme je le dis toujours, bien choisir son psychiatre et ne pas hésiter à changer de psychiatre si on voit que la personne ne nous correspond pas. Donc c'est comme dans un mariage, c'est comme dans un travail. Si le patron ou si le collègue, si on a si le courant ne passe pas entre collègues ou entre employé et patron ou entre mari et femme, le divorce ou le fait de quitter et le fait de changer, voilà, le fait de quitter, le fait de changer s'impose de lui-même et est la solution la plus recommandée pour éviter la confrontation et éviter de créer encore plus de problèmes sans pour autant arriver à ces objectifs qui sont justement que l'on avait avant de s'investir dans ce mariage ou dans ce travail. Bref, dans cet emploi. Euh, donc qu'est-ce que je suis? Donc, je suis un homme. Donc, on va commencer le test. Je suis un homme. Voilà. Mon âge, 38. Voilà. Avez-vous déjà passé ce test auparavant? Non. Donc là, on va dans suivant. N'est-ce pas? Donc, on va aller sur suivant. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Humeur dépressive, tristesse, sentiment d'être sans espoir, impuissant, autodépréciation. Euh, Moi, je suis plus dans la catégorie tristesse.
sentiment d'être sans espoir, ça aussi. Impuissant dans le sens que je ne peux pas contrôler mon état et que même si de l'extérieur on peut dire que peut-être que je le fais exprès ou peut-être que c'est juste que ce sont des choses sur lesquelles je pourrais avoir le contrôle parce que c'est dans ma tête, d'accord? Donc lorsque quelque chose est dans ta tête, cette expression-là que beaucoup de gens utilisent mais dont ils ignorent la portée et dont ils ignorent le sens, on va dire, c'est dans ta tête, oui, ça se situe et c'est niché dans ma tête. Je suis totalement d'accord que c'est dans ma tête. Ce n'est pas dans le cœur, ce n'est pas dans le foie, ce n'est pas dans les jambes, c'est dans ma tête. Et puis, est-ce que parce que c'est dans ma tête et parce que les gens considèrent que euh, lorsqu'on est, lorsqu'on est atteint ou lorsqu'on souffre de, 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 de souffrance, voilà, lorsqu'on souffre d'un mal-être qui a pour origine euh, que le mental, ça veut dire qu'il n'est pas, en fait, entre guillemets, lié au physique ou au corps. Est-ce que dans ce cas-là, il faut considérer que l'être humain a le pouvoir sur cet organe? Et comme par hasard, on pourrait avoir le pouvoir ou le contrôle que sur cet organe et pas sur les autres. Cela reste à démontrer. Ça veut dire lorsqu'on avance des idées ou lorsqu'on avance des hypothèses, il faut au moins euh, faire en sorte que ces hypothèses soient confirmées ou soit argumentées, soit confirmées ou soit démontrées d'une façon scientifique, vu que qu'il s'agit de médecine, je veux dire, la psychiatrie, c'est de la médecine. Donc, lorsqu'on dit c'est dans ta tête, est-ce que c'est parce que c'est dans ma tête, donc j'ai le contrôle dessus, ou est-ce que c'est dans ma tête et donc, comme n'importe quelle autre maladie d'origine d'origine physique ou psychologique, euh, c'est justement une maladie. Donc, par principe, je ne peux pas contrôler cette maladie, donc je suis impuissant. L'autodépréciation, pas tellement. Pourquoi? Parce que peut-être c'est dû à mon âge. Je suis quelqu'un qui est relativiste. Je relativise beaucoup. Donc, par exemple, je peux voir une personne qui est meilleure que moi dans un certain domaine, mais ça ne va pas provoquer chez moi justement ni de la jalousie, ni un besoin de me dépasser pour atteindre ce niveau, etc. Parce que je me dis que chacun est fait comme il est fait, chacun doit essayer de faire son maximum, et s'il n'arrive pas à faire son maximum, c'est peut-être pas dû justement à sa faute. Donc c'est peut-être mes expériences, c'est peut-être mon vécu, c'est peut-être mon vécu qui fait que c'est peut-être mon vécu qui fait que je relativise beaucoup. Donc je n'ai plus euh, d'idées finales ou d'idées complètement figées sur un sujet ou sur l'autre. Donc j'essaie d'être très relatif. Donc quand on relativise, je pense pas qu'on puisse tellement s'en vouloir ou se dégrader ou ne pas avoir de confiance en soi, on va dire, mais c'est même pas de la confiance en soi, mais euh, on se dit on se dit que si moi je suis atteint d'une maladie, peut-être qu'il y a d'autres personnes qui sont atteintes d'autres maladies, même si elles le cachent, même si elles montrent qu'elles sont heureuses, etc. Donc, quand on relativise, on se dit que nous sommes tous dans le même pétrin, je vais dire les choses comme ça, et puis c'est tout. Et puis, ça fait que je ne me compare pas, je ne me compare plus aux autres.
C'est peut-être dû à l'âge, à l'expérience. Ok, donc, est-ce que c'est absent? Ce n'est pas absent. Ces états affectifs ne sont signalés que si l'on interroge la personne. Non, ils existent parce qu'ils existent ici dans ma chambre. Ils existent avec moi tout le temps. Oui, si on me pose la question, si on me dit, c'est pour ça justement que je n'aime pas sortir, je n'aime pas fréquenter beaucoup de gens, donc je n'arrive plus à être sociable je n'arrive plus à avoir une vie sociale justement pour ça, parce que ces états sont rapportés spontanément. Donc ce qui fait que euh, si on me demande comment je vais, etc., si on commence à poser des questions sur moi, sur ma vie, sur ça, je vais ou bien me taire ou bien commencer à rapporter ces états et sûrement me taire. Mais le dire dans ma tête. Ces états sont communiqués de manière non verbale, exactement. Par exemple, par l'expression faciale, l'attitude, la voix et la tendance à sangloter. Non, ça, je n'arrive plus à pleurer. Je n'arrive plus à exprimer mes émotions. Je n'arrive plus à exprimer mes émotions. Je n'arrive plus à avoir d'émotions en tant que telles. Donc mes émotions sont... euh, je ne sais pas si mes émotions sont inhibées, mais la personne ne rapporte que ses états dans sa communication verbale spontanée et non verbale. Exact, mais devant une personne que l'on ne connaît pas, on doit faire cet effort supplémentaire justement euh, pour ne pas être naturel, voilà. Parce que si on était naturel, on serait triste, voilà, devant cette personne et on communiquerait justement cette tristesse à l'autre qui la verra. Euh, et puis comme on vit en société, donc il est difficile pour une personne de se montrer dans cet état-là dehors. C'est vrai qu'il y a des moments, il y a des moments où l'on s'oublie, même dehors, même à l'extérieur, que, je sais pas, et qu'on retrouve justement, et qu'on retrouve notre état sans s'en rendre compte, même dehors. Et ça, c'est un peu grave, euh, parce que ce ne sont pas des choses qu'on contrôle. Donc l'état, il existe tout le temps, voilà, il existe tout le temps. Donc voilà. Sentiment de culpabilité. Ça, il est absent. Non, 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 s'adresse à des reproches. Non, je m'adresse jamais de reproches à moi-même. À l'impression d'avoir porté préjudice à des gens. Jamais. Idée de culpabilité ou rumination sur des idées passées ou des actes condamnables. Jamais. La maladie actuelle est une punition. Jamais, jamais, jamais. Je ne me dis pas que c'est une punition parce que pour se dire idée délirante de culpabilité, jamais. Entend des voix qui l'accusent ou la dénoncent, a des hallucinations visuelles menaçantes. Jamais. Ça, c'est complètement absent. Le suicide, ça oui, j'ai déjà fait 4 tentatives franches, ou 3, 4 franches en fonction et puis des petites tentatives comme ça où je me suis déjà fait mal plusieurs fois, oui. Bien plus de fois. Peut-être en essayant de ne pas manger pendant 3 jours, 4 jours, ou en m'ouvrant les veines, etc., etc. Donc ça, oui, ça, oui. Insomnie en début de nuit. Non, pas de difficulté à s'endormir, pas du tout. J'ai une énorme difficulté à m'endormir. Difficulté occasionnelle à s'endormir, pas du tout. Difficulté quotidienne, ouais, à s'endormir, exactement. Même dans les journées où on va dire que mon état est un peu meilleur que la moyenne. Toujours, toujours. Et pas seulement de la difficulté à s'endormir, je ressens de la peur.
J'ai peur de m'endormir. C'est une peur qui est irrationnelle. Cette peur, elle est complètement irrationnelle, mais elle existe et je la ressens. Donc c'est une peur qui est totalement irrationnelle. Mais j'ai peur, donc il faut que je garde la télévision allumée. Il faut que je garde un fond sonore, donc faut pas qu'elle soit juste allumée, il faut que j'entende des voix. Et il faut que ça soit, il faut pas que ça soit des choses qui sont discutées pendant cette émission qui vont retenir mon attention ou qui vont faire bouger en moi euh, des éléments de douleur ou des éléments de souffrance. Donc, voilà, donc ça ne doit évoquer chez moi pratiquement rien du tout. Ça doit être une discussion sur quelque chose qui ne me concerne pas, ni aujourd'hui ni demain, donc ni aujourd'hui ni hier, je veux dire. Donc ça doit être des conversations totalement anodines, voilà. Voilà, et je me concentre dessus jusqu'à ce que je puisse m'endormir. Euh, Autre méthode que je fais, c'est que je me réveille tôt. Donc je me réveille tôt, pas parce que je veux me réveiller tôt, mais parce que c'est une obligation, euh, sinon c'est la dépression multipliée par 10. Sinon je suis beaucoup plus déprimé lorsque je me réveille à 10 heures, je suis très déprimé, très 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 déprimé et, euh, et je passe une journée mais invivable. Beaucoup, 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 beaucoup moins vivable que maintenant. Donc suivant, insomnie au milieu de nuit. Donc là, qu'est-ce qui se passe pendant la nuit? Toujours, ça c'est toujours, ça c'est quotidiennement, quotidiennement. Donc j'ai des réveils pendant la nuit. Donc ça, si j'ai des réveils, j'en ai déjà parlé à mon psychiatre. Donc j'ai des réveils pendant la nuit. Je ne peux pas dire pourquoi, parce que lorsqu'on est malade, on est, on ne sait pas en fait, on ne sait pas pourquoi on est malade. Donc on est simplement malade, donc on ne sait pas pourquoi il y a des choses qui arrivent. Donc ça j'ai des cauchemars. Là, ils parlent pas de ça, mais peut-être qu'ils vont en parler après. Eh ben, là j'ai des cauchemars en fait. J'ai des cauchemars pendant la nuit. Et c'est des cauchemars qui me réveillent, et des fois je me réveille sans cauchemar. Mais je n'arrive pas à avoir une nuit de sommeil entière. Sauf si je prends des médicaments, et les médicaments ont cet effet que je me réveille, j'ai de la somnolence durant la journée à cause des médicaments que je prends. Donc il y a aussi cet effet négatif des médicaments. Donc voilà. Donc j'ai des réveils pendant la nuit. L'insomnie du matin. Euh, non, incapable de se rendormir si je me réveille. Durant le matin, lorsque je me réveille, ça veut dire si je me réveille à partir de 6 heures du matin, à partir de 7 heures 8, non, pas 7 heures 8 heures, mais à partir de 6 heures du matin, si je me réveille, je n'arrive plus à m'endormir. Je n'arrive plus à me rendormir. Travail, je travaille plus. Ouais, je travaille plus. Ça, c'est pas la peine de parler de tout ça parce que moi, je ne travaille plus. Je n'ai plus une once de concentration. Je n'ai plus tout petit élément de concentration, rien du tout. Alors la 8, ralentissement, lenteur de pensée et de langage.
difficulté de concentration, activité motrice diminuée. Voilà. J'ai pas un état de stupeur, ralentissement, mais non, ça, je trouve que... Parce que c'est pour ça que je commence à... Je pense que depuis le début de la vidéo et maintenant, je pense que vous avez remarqué, vous êtes en train de voir en direct qu'est-ce qu'une personne qui souffre justement de ça, de cette maladie. Vous voyez que au départ, j'avais un peu d'énergie parce qu'en fait, j'ai pris du café. Donc j'avais un peu d'énergie et que vous voyez que je suis en train de m'endormir. Donc je suis en train de ralentir parce que je peux fournir qu'un très peu, que très très peu d'efforts durant la journée. Donc l'entrevue est difficile parce que c'est pas quand même un état de stupeur, mais agitation. Non, non. Le problème c'est que je ne sais pas est-ce que ça c'est tout le temps ou c'est pour ça qu'on a besoin d'un professionnel, on a besoin d'un docteur lorsqu'on répond à ces questions parce que agitation, mais agitation comment? Est-ce que crispation, elle joue avec ses mains, ses cheveux, elle bouge, ne peut rester assis tranquille. Mais ça dépend dans quel cas. Parce que ça m'arrive. C'est ça qui m'arrive. Ça, je ne fais pas ça. Le dernier point, elle se tord les mains, se ronge les ongles, s'arrache les cheveux, se mord les lèvres. Non. Elle bouge, ne peut rester tranquille. Ne peut rester assis tranquille. Euh, oui, mais dans quel cas? Elle joue avec ses mains, ses cheveux. Crispation. J'ai de la crispation et j'hésite entre crispation et elle joue, elle bouge, ne peut rester assis tranquille. On va essayer ça et puis on verra, hein. Anxiété, aspect psychologique. C'est ça. Ça et ça. Anxiété, aspect physique. Si, j'ai mon cœur qui me fait mal ces derniers temps et j'ai vraiment énormément de douleur au cœur. Les symptômes sont des fois invalidants. Ouais, ils sont invalidants. Parce que lorsque j'ai mal au cœur, que je sois en voiture ou que j'ai besoin d'arrêter la voiture et je ne peux même plus conduire, ça veut dire que je n'arrive plus à voir la route. Exactement. J'ai, je fais pratiquement maintenant 60 kilos. Je faisais, bon, avant cette rechute, je faisais 79 kilos. Maintenant, je fais 60. Donc les symptômes gastro-intestinaux, c'est ça. Voilà. Symptômes somatiques généraux. Ouais, je suis super fatigué. Bon, on peut dire un de ces symptômes est très marqué, c'est la fatigue. La fatigue, ouais, la fatigue. Ça, je suis très très fatigué. Symptômes génitaux, tels que perte de libido, performance sexuelle altérée, perturbation des règles.
Ouais, j'ai plus envie de rien en fait. Hypocondrie. Absente. Perte de poids. Voilà. Comme je l'ai dit, conscience de la maladie. Ah, je suis conscient de la maladie. Alors, ah, ça c'est le résultat. D'accord. Donc j'ai obtenu symptômes dépressifs sévères. Non, je suis pas bipolaire, donc voilà, symptômes dépressifs sévères. Voilà. Qu'est-ce qu'on va rajouter à ça? Je suis pas en train d'en rire, mais je sais pas quoi dire. Enfin, je connais mon état, mais je ne sais pas quoi dire en fait. Parce que ce test montre que c'est sérieux, ça je le sais, mais en même temps, lorsque je sors dans la rue ou lorsque je parle à quelqu'un, je vais faire semblant de ne pas souffrir, alors que je souffre. Donc on remarque que ces tests au moins donnent une idée sur, sur la gravité de la maladie. Parce que lorsqu'on dit tu souffres de dépression, ça reste très général.